Cameroun, Paul Biya, âgé de 85 ans et au pouvoir depuis 1982, a été réélu pour un nouveau septennat. Le scrutin qui a vu la participation de nouveaux leaders politiques s'est déroulé sur fond de crise dans les provinces anglophones du sud-ouest et du nord-ouest. Michel Gali, bonjour. Bonjour. Paul Biya a été réélu pour un 8e mandat le 7 octobre dernier avec 71,28% des suffrages. Il perd 6 points par rapport à la dernière élection de 2011. Maurice Kamto et Cabral Libri obtiennent eux respectivement 14,23% et 6,28%. Pour le secrétaire général adjoint du parti au pouvoir, c'est une victoire sans appel. Est-ce la lecture que vous en faites ? Le problème, c'est que vous venez de donner les chiffres officiels, effectivement. Et s'ils étaient exacts, ça serait une victoire dans un fauteuil, comme on dit, un fauteuil d'ailleurs de bien longue durée. Ça fait presque 40 ans que Paul Biya est au pouvoir. Mais le problème, c'est qu'à la fois les observateurs émettent des doutes et l'opposition donne des chiffres presque inversés qui vont du simple au double, puisqu'ils donnent pour Paul Biya environ 37%, c'est presque la moitié du chiffre officiel. Donc, quand il y a de telles variations, l'observateur extérieur reste vraiment perplexe et on ne peut pas, évidemment, faute de recomptage de voix, donner son opinion, si ce n'est par rapport aux précédentes élections et peut-être ailleurs au contexte régional, qui voit aussi des sortes de démocrature, ni vraiment dictature, ni vraiment démocratie, qui persistent un peu dans le même schéma. Alors, il y a plusieurs enseignements à tirer de ce scrutin. Le premier, c'est le renouvellement de la classe politique, parce que Paul Biya, âgé de 85 ans, avait face à lui de nouveaux et jeunes candidats. Maurice Kamto a 64 ans, Cabral Libri est le benjamin de cette élection, puisqu'il en a 38, et Joshua Oshie du SDF en a 49. Qu'est-ce que ça traduit de la scène politique camerounaise ? Alors effectivement, il y a un rajeunissement global. Pour autant, on ne peut pas dire que Maurice Kamto a 62 ans et jeune, aussi jeune que Cabral. C'est un homme aussi qui a été du Sérail. Et comme dans ancien ministre. Ancien ministre. Et comme dans beaucoup de pays où il y a une succession à un long règne en quelque sorte, ce sont souvent, je pense par exemple au Burkina Faso, mais il y a d'autres exemples, ce sont souvent des hommes du Sérail qui à un moment prennent un tournant, se présentent comme des hommes nouveaux et qui, pour peut-être les bailleurs de fonds ou les donneurs d'ordre européens et parisiens en particulier, ont quelque chose de rassurant, puisque c'est un peu la fameuse formule du guépard, tout changer pour que rien ne change. Mais Maurice Kamto était à la tête de sa formation politique depuis 2012 et par le score qu'il a obtenu, il devient la première force politique d'opposition. Tout à fait. Devant le SDF qui occupait la scène depuis 1992. Tout à fait, quelque part, le rôle informel et non statutaire de chef de l'opposition, effectivement, qui lui donne une sorte de pouvoir symbolique. Il y a des pays où il y a d'ailleurs un statut, pourquoi pas. Mais pour le moment, il est dans un moment de contestation, d'ailleurs qui se fait moins vive, à la fois des chiffres, de l'élection et même de la légitimité de Paul Biya. Cabral Libri, avec 6,28%, première participation à l'élection également. C'est le benjamin de ce scrutin. C'est un espoir pour la jeunesse camerounaise ? Beaucoup se sont reconnus en lui, certainement. Maintenant, juste après l'élection, vous avez assisté à ces déclarations un peu ambiguës sur lesquelles il est revenu, comme quoi, si effectivement on lui proposait quelque chose d'intéressant et pourquoi pas un ministère, il se rallierait éventuellement. Alors c'est ce qui se murmure depuis quelques jours aussi pour Maurice Kamto. Est-ce vrai, est-ce une hypothèse farfelue? L'avenir nous le dira. Mais est-ce que c'est aussi la preuve qu'on peut exister en dehors d'un parti politique, parce qu'il n'avait pas de formation politique? Tout à fait. Et vous voyez là l'influence des réseaux sociaux et de l'image médiatique d'un individu, effectivement, qui se construit tout d'un coup au moment d'une élection. Et ça, il y a eu beaucoup de pays d'Afrique où récemment, il y a eu, je pense à l'Ouganda par exemple, avec ce jeune leader issu des quartiers populaires, une influence tout à fait inattendue des réseaux sociaux. C'est une donne qui va compter aujourd'hui dans les élections sur le continent, parce qu'on l'a vu, la première fois qu'on s'en est aperçu, c'était en 2000, lors de l'élection présidentielle au Sénégal. Tout à fait, ne serait-ce que d'ailleurs pour vérifier les résultats des élections. Il y a eu des choses très intéressantes au point de vue
purement démocratique, hein, transmission des données, de bureaux de vote. Là. Et puis, il y a ce côté construction, effectivement, parfois d'ailleurs avec des boîtes de communication, d'une image, d'un personnage nouveau qui correspond, au fond, à cet attrait des jeunes Africains, surtout urbains, pour les nouvelles technologies. Alors, Joshua Oshie, qui représentait le SDF, hein, parti implanté dans les provinces du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, n'a pas rempli sa mission, puisque le taux de participation dans ces deux provinces est très faible, 15% et 5%. Est-ce qu'il est comptable de la situation qui prévaut dans ces deux provinces? Bon, il n'est pas comptable, mais il en subit en quelque sorte les conséquences. C'est sûr que par rapport aux élections comme celle de 1992 avec John Fondi, c'est un effondrement en quelque sorte. Mais pour autant, la situation dans les provinces anglophones, la proclamation en 2017 d'Ambazonie dépasse complètement son parti et son cas individuel. Et quelle lecture vous faites du retrait à la veille du scrutin d'un autre candidat anglophone, Hakainde Mouna, qui s'est retiré au profit de Maurice Kamto? Oui, il y a, bon, je pense qu'on peut faire allusion ici à la RDC. Hein, ces retraits de dernier moment, au fond, c'est un jeu politicien un peu anecdotique en apparence, hein, qui se traduit, excusez-moi, en termes peut-être de postes, d'avantages. Il y a des tractations plus ou moins discrètes, si ce n'est secrètes, mais je ne pense pas qu'il faille y voir une grande portée politique nationale. Alors, ce qu'on peut déplorer également, c'est la nature, c'est le mode du scrutin. Le Cameroun fait encore partie de ces 7 États sur les 54 où le scrutin est à un seul tour. Un seul tour, comme par exemple au Gabon, et c'est sûr que ça ne facilite pas une démocratie élective qui passe par l'affrontement de deux tendances, de deux idéologies, de deux partis au second tour. Votre compatriote politologue Achille Bembe dit que toute cette Afrique centrale, c'est un peu un laboratoire de la France-Afrique qui est en retard quelque part sur ce plan-là par rapport, par exemple, à l'Afrique de l'Ouest ou d'autres aires, et que c'est une sorte de conservatisme au fond de dynastie ou de régime implanté sur la longue durée. Alors, ce qu'on peut également déplorer, hein, c'est que le parti au pouvoir ne tire aucune leçon de cette élection, alors que sur le terrain, les choses ont changé. Comme dans beaucoup de pays, il n'y a pas vraiment, sauf de manière très artificielle, de programme de gouvernement. On vote pour un homme et non pour des mesures articulées avec un calendrier, etc., pour autant que ça puisse marcher en Occident. Et notamment, on a fait allusion plusieurs fois, pour les deux provinces anglophones, Ambazonie ou pas, il n'y a pas vraiment de renouvellement de politique à espérer. En tout cas, pour le moment, il n'y a pas d'engagement. Et c'est quand même désolant politiquement qu'il n'y ait pas de solution, un espoir vraiment politique apporté à la population. Mais on a écouté Paul Biya lors de son discours d'investiture. Il appelle quand même à l'unité. Peut-on espérer que la crise anglophone trouve un début de solution? C'est ça, un appel à l'unité, c'est, comme vous le savez, que ce soit en Occident, en Afrique ou ailleurs, c'est un peu un rituel post-électoral. On appelle à l'unité, au calme, à la paix, à accepter les résultats des élections tels qu'ils ont été proclamés. Mais maintenant, tant que ça ne se traduit pas par des mesures concrètes, notamment pour les anglophones, en termes de bilinguisme, de postes, notamment à la magistrature ou l'éducation, ce que demandaient au début, en tout cas, les manifestants anglophones, c'est quand même pas très concret. Mais on voit bien que la répartition est immuable depuis la réunification. Le président est francophone, le Premier ministre est un anglophone. C'est ça, et puis il y a dans le parti au pouvoir, le RDPC, de nombreux anglophones aussi qui sont en quelque sorte ralliés. Mais alors je pense qu'il faut distinguer quand même les sommets de l'État, comme on peut dire, et puis quand même la sociologie dans les zones anglophones, dans la magistrature, dans l'éducation, etc. C'est deux choses quand même différentes. Mais ces revendications qui au départ étaient corporatistes sont aujourd'hui devenues des revendications politiques. Politiques et même indépendantistes. Alors là, je pense qu'il n'y a rien non plus d'original. C'est un conflit comme il y en a eu dans les pays voisins à base de linguistique. C'est d'ailleurs peut-être terrible de voir que 50 ans et plus après les indépendances, cette bipartition anglophone et francophone soit aussi prégnante et provoque des rébellions, des mouvements armés, des mouvements indépendantistes. En 1991, Michel Galli
à l'époque des conférences nationales. Le Cameroun avait fait le choix de ne pas le tenir de conférences nationales. Il a fallu les villes mortes pour imposer le multipartisme. C'est ça. 27 ans après, quelles leçons on peut tirer de l'évolution démocratique dans ce pays? Si je recite toujours quelqu'un pour qui j'ai beaucoup d'admiration, Achille Mbembe, il a des phrases très dures en disant « Le régime Biya n'a perduré que par la violence et les prébendes, c'est-à-dire la répression d'un côté et puis la répartition de la manne industrielle ou qui viennent des multinationales parmi son clan ou ses affidés en quelque sorte. Donc c'est quand même, on ne peut pas faire l'impasse dans tous ces pays d'Afrique centrale sur la répression, le trucage des élections et en même temps les récompenses, le clientélisme au minimum pour perdurer. Donc il y a ces deux côtés qui expliquent que, comme on dit, ce sont des pays où l'État domine la société. C'est-à-dire la société est divisée. Il y a la question ethnique, notamment Bamileke, qui concerne peut-être Maurice Kamto aussi dans les réactions populaires, qui font que c'est des sociétés très segmentées par rapport à un État qui est très dominant et qui écrase en quelque sorte les revendications potentielles. Les défis pour Paul Biya pour ce nouveau septennat? Vous savez, un dirigeant très âgé, le défi est peut-être biologique. On pense à Ali Bongo. Je me souviens que pour Bourguiba, l'opposition qui avait tout essayé et ne réussissait pas, disait on attend la solution biologique. Alors c'est terrible de se dire que les très vieux dirigeants, qui n'ont pas préparé vraiment leur succession, mettent non seulement leur famille et leur clan, leurs amis en danger, mais la stabilité même d'un pays. Et pour autant, ces responsabilités sont partagées. Je me souviens que j'ai échangé avec des dirigeants du Quai d'Orsay, à l'époque, pas forcément sur le Cameroun, mais qui disaient que ces vieux dirigeants, ils le voyaient comme une sorte de stabilité, voyaient à moyen terme. Mais à long terme, au moment où il y a une rupture, ça peut être plus dangereux qu'une alternance démocratique. Michel Gali, merci. Merci beaucoup.